Salut à tous et à toutes, c'est Yurisama, et voici donc la vidéo pour laquelle vous avez voté pour fêter les 8000 abonnés, un Yugi Trivia sur l'archétype bête cristalline. C'est vrai que c'est un favori dans la communauté, principalement grâce à ses inspirations simples mais efficaces, et son concept qui pour le coup lui est assez original. En effet, lorsque ces monstres sont détruits, ils peuvent être placés dans la zone magie piège en tant que magie continue à la place, ce qui a été retranscrit visuellement dans GX par leur transformation en simple pierre précieuse. Enfin, pierre précieuse, semi-précieuse, gemme, métal, c'est pas très consistant au sein de l'archétype, enfin, plus ou moins, on va essayer de voir ça. Ils sont surtout inspirés de matériaux en tout genre utilisés pour des bijoux, mais on a un peu de tout. Et encore, je suis pas spécialiste, mais si j'en crois mes recherches, seuls le saphir, le rubis et l'émeraude sont classés parmi les pierres précieuses, tandis que l'ambre est une gemme organique, et le topaz et l'améthyste des pierres fines. Ça encore, ça va, parce que ce sont toutes des gemmes, mais vous aurez remarqué que j'ai omis le cobalt. Le nom d'origine de cet archétype c'est Hogyokuju, donc les bêtes gemmes en gros. Mais le cobalt n'en est pas une car c'est un métal. Alors ceci étant, outre le besoin de trouver des noms qui claquent, pourquoi ont-ils choisi ceci? Eh bien car les bêtes cristallines sont avant tout faites pour représenter les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, puisque leur boss monster c'est le dragon arc-en-ciel. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler plus tard, ainsi que de la 8ème bête cristalline, j'en dis pas plus pour le moment. Avant d'en parler davantage donc, quelle est leur histoire? Eh bien dans Yu-Gi-Oh! GX, ils sont joués par Yohan, ou JC en VF. Et ce sont ses esprits partenaires. Il fait en effet partie des rares individus à pouvoir voir et communiquer avec des esprits de duel de monstres. Et il a été choisi par les 7 bêtes pour être leur maître. C'est Pegasus lui-même qui a créé ces cartes à partir de 7 pierres qui devaient, à la base, être rapportées de divers endroits du monde jusqu'à Rome, sur ordre de César, afin de prouver la suprématie de son empire. Malheureusement, le bateau qui les transportait a coulé en chemin et n'a été retrouvé donc que par Pegasus des siècles plus tard. Le dragon arc-en-ciel sera lui aussi créé par Pegasus, mais cette fois-ci à partir d'une tablette de pierre, à la manière des débuts de duels de monstres comme montré dans la série d'origine. Trouver cette tablette sera d'ailleurs une des intrigues de la saison 3 de GX, puisqu'elle sera au centre de la résolution du mini-arc dans la dimension du désert. On va d'abord se concentrer donc sur les 7 premières bêtes cristallines, qui représentent tout un animal existant ou imaginaire. Et contrairement à ce que vous pourriez croire, eh ben il y a plusieurs anecdotes à raconter là-dessus. Alors bon, déjà on a l'aigle. Non, un pigargue. Je sais que c'est une erreur classique que font les gens parce qu'en anglais ça s'appelle eagle. Mais regardez ces deux photos. Ça c'est un aigle, ça c'est un pigargue. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ouais, bon bah voilà, il a fait le travail à ma place, super. Bref, continuons donc avec la tortue qui, en japonais, est appelée turtle, mais tortoise en anglais. Ce qui est un peu incohérent parce que ce terme désigne les tortues terrestres, alors que celle-ci, eh bien c'est un monstre eau aqua, donc manifestement plutôt une tortue de mer. L'escarboucle, lui, c'est carrément un jeu de mots, puisque c'est à la fois le nom d'une pierre fine, une variété de grenat rouge, mais également un animal mythologique souvent lié aux pierres précieuses. Et enfin, le dernier mythe, c'est le Pégase, qui en fait n'en est pas vraiment un. Alors Pégase à la base, c'est un cheval ailé de la mythologie grecque, ça je pense que vous le savez, mais ici vous pourrez remarquer que notre Pégase de Saphir, il a une corne, ce qui en fait donc une licorne ailée, ou une alicorne. Décidément, c'est quand même le style qui a eu la priorité sur la véracité avec cet archétype. Mais bon, on verra, ceci étant qu'avec les dragons, ils se sont pas mal rattrapés. Pour terminer sur le Pégase, il est souvent considéré comme le leader des 7 bêtes cristallines, étant à la fois celui qui a la plus haute attaque, mais également celui qui peut en appeler une autre avec son effet. Mais comme je l'ai évoqué précédemment, ils ont un véritable boss monster, sous la forme donc du dragon arc-en-ciel, symboliquement la combinaison des 7 bêtes, de leurs 7 couleurs, et sur le corps duquel d'ailleurs on peut observer les 7 cristaux. C'est d'ailleurs ceci qui s'allume lorsqu'il se charge en attaque via son effet. Il absorbe les autres cristaux actuellement sur le terrain. Son attaque est réfraction de l'arc-en-ciel, représentée par une magie jeu rapide, mais il faut savoir que son nom d'origine c'est Over the Rainbow, une référence au magicien d'Oz. Et comme tout monstre iconique, ce dragon a obtenu avec les années plusieurs versions alternatives et ou évoluées, en commençant par une version corrompue. C'est Paradox qui, dans le film Règne au-delà du temps, récupère ce dragon off-screen et le corrompt pour son propre deck. Il perd par contre au passage son appartenance à l'archétype Cristal Ultime, un nom créé artificiellement par le TCG pour réparer des problèmes de traduction qui ont gangréné l'archétype pendant des années.
En effet, en version originale, le dragon est un monstre Kyukyok-Hogyok-Shin, qui peut se traduire par Dieu Gemme Ultime. Eh bien, certaines cartes de support font référence à cet archétype-là, et c'est le TCG des années plus tard qui a créé cet archétype Cristal Ultime pour corriger le tir, lorsque le gros de ce support est sorti il y a quelques années. La version corrompue n'en fait donc pas partie, ce qui ne peut pas être dit de l'évolution du dragon original, le supra-dragon arc-en-ciel. Il cristallise, si j'ose dire, le concept de base du dragon, puisqu'il demande littéralement 7 monstres bêtes cristallines comme matériel fusion, le nombre fixe le plus élevé du jeu dans cette catégorie. Il a même un piège dédié, la magie du cristal ultime, qui permet d'accélérer son invocation fusion. Et le troisième et dernier dieu gemme, c'est le dragon arc-en-ciel des ténèbres, une version sombre du dragon qui représente la corruption de Johan par Yubel dans la deuxième moitié de la saison 3. Alors, IRL, son effet n'a pas grand chose à voir, il a été transformé en boss monster générique pour la tribu Ténèbres. Mais dans l'animé, c'était bel et bien une variation du dragon arc-en-ciel avec des effets très similaires. Il était ceci dit rattaché à un autre archétype, les bêtes cristallines avancées, elles aussi des versions corrompues par Yubel. Elles étaient sous le contrôle de la magie de terrain Ténèbres Ultime, qui a fini par être adaptée IRL pour essayer de recoller les morceaux avec le dragon des ténèbres qu'on a justement IRL, en transformant les bêtes en monstres ténèbres. Et elle a même un artwork modifié par rapport à l'animé, puisque IRL, on y voit également les bêtes cristallines avancées, ce qui en fait une des rares cartes à montrer des monstres exclusifs à l'animé sur son artwork IRL. C'est également maintenant que je peux aborder la carte Gravité Arc-en-Ciel, qui, bien qu'utilisée dans la saison 4, représente le dragon des ténèbres sur son artwork. Et ça, c'est peut-être une référence à ce qu'il pourrait représenter symboliquement. Car normalement, la lumière n'est soumise à presque aucune forme de gravité, ou plutôt, sa vitesse lui permet de s'échapper de presque n'importe quel champ gravitationnel. Mais vous devriez savoir qu'il existe un objet céleste qui ne laisse pas la lumière s'échapper en deçà d'une certaine limite, et c'est le trou noir. Étant donné qu'à la base, ce dragon emprisonnait littéralement l'âme de Johan, ça m'étonnerait pas qu'il soit effectivement basé sur un trou noir. Mais ça n'est pas tout. En effet, j'avais évoqué tout à l'heure l'existence d'une 8ème bête cristalline. Et la voici, le dragon arc-en-ciel, la bête cristalline du Zénith. Alors, ce nom est provisoire, étant donné qu'il est toujours pas sorti en TCG à l'heure où je vous parle. Lui, ceci dit, du coup, n'est pas un dieu gemme ultime, donc cristal ultime chez nous, mais c'est bien une bête gemme ultime, d'où bête cristalline du Zénith. C'est une forme de sous-évolution du dragon arc-en-ciel, et le Zénith c'est le point de culmination, donc littéralement ce qu'il représente parmi les bêtes cristallines. La couleur de ses ailes internes est quant à elle basée sur la couleur des cheveux de Johan, une petite touche sympathique. Et car oui, le support de cet archétype s'amuse parfois à référencer directement l'animé, comme beaucoup de supports Legacy vous me direz, et vous aurez raison. Dès ses débuts, on avait par exemple une autre magie de terrain, les ruines arc-en-ciel, qui faisait elle écho au Colisée de Rome, donc au lore de l'archétype dans l'animé. Mais on peut aussi citer le lien cristallin qui représente Johan en train de caresser Ruby. Et oui, cet artwork il est trop mignon. Conclave du cristal, quant à lui, peut aussi être interprété de différentes façons, et j'ai ma petite interprétation personnelle. Parce que bon, bien évidemment, on voit les 7 bêtes, et tout en haut, on peut apercevoir les pieds de Johan. Eh bien, je sais pas pour vous, mais ça me fait pas mal penser à cette scène de duel contre Fujiwara dans la saison 4, où justement les bêtes se dressaient contre ses pouvoirs. Et de toute façon, même sans ça, on comprend bien que cet artwork est censé représenter les bêtes qui protègent leur maître. Ce duel le voyait d'ailleurs faire équipe avec Judai, et cette amitié est représentée par bien des cartes, notamment, et vous y aurez pensé, Neos Arc-en-Ciel, la fusion de leurs 2 Ace Monsters. La série de cartes Gemme, exclusive à l'animé, est elle aussi une allusion très flagrante aux cartes héros, avec une carte pour chaque lettre, et ensuite une carte globale qui s'active en bannissant les différentes lettres depuis le cimetière. Ah et d'ailleurs, l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un cas de misprint assez connu qui, ironiquement, renvoie un peu à cette amitié, même si pour le coup c'était pas du tout voulu. Voyez, le dragon arc-en-ciel était la toute première Ghost rare en TCG, mais certaines de ses copies ont été imprimées avec le mauvais artwork, celui de Neos Chaos, la Ghost du pack suivant. Et à l'inverse, des copies de Neos Chaos avaient été imprimées avec le nom Dragon Arc-en-Ciel.
C'est d'autant plus improbable qu'on parle en plus de deux monstres qui sont littéralement apparus dans le même duel dans l'animé. C'est un peu comme si c'était fait exprès. Bien, et il ne nous reste vraiment que deux cartes notables à aborder, parce que oui, au final, la plupart des magies pièges, elles n'ont pas de trivia particulier. Ça représente juste les bêtes ou éventuellement les cristaux, mais c'est tout. Par contre, les deux cartes dont nous allons parler se démarquent énormément puisque ce sont des monstres pendules, le garde et le maître du cristal. Leur design est basé sur Johan lui-même, et plus précisément sur les deux looks qu'il a dans l'animé. Le garde étant ses habits normaux, et le maître sa tenue lorsqu'il était possédé par Yubel. Alors l'idée de donner des monstres pendules à l'archétype vient probablement du fait que les bêtes cristallines de base, elles sont elles aussi faites pour pouvoir être soit des monstres, soit des magies. Après, c'est un petit peu dommage que le passage des zones pendules dans les zones magie pièges en 2017 ait pas mal réduit leur intérêt. En effet, l'archétype a besoin de pas mal de place en zone magie piège pour pouvoir jouer convenablement. Mais bon, au moins les monstres sont assez cool visuellement, donc on se consolera avec ça. Et voici donc qui met fin à cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas déçu pour une telle occasion. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et surtout commenter. Alors peut-être des trivia supplémentaires, c'est toujours apprécié. Mais aussi et surtout les thèmes que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. Un autre trivia est déjà prévu, il sortira normalement, si tout va bien, dans 2 semaines, et ce sera par rapport à une actualité, alors qui n'a rien à voir avec Yu-Gi-Oh!, mais Yu-Gi-Oh! S'est inspiré de cet univers, pour faire très large, donc je vous laisse chercher en attendant, et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!